Patrice, avant de parler de backup, parce que c'est le sujet de la soirée, euh, as-tu fait tes backups? En fait, moi, j'ai des backups qui sont automatiques. Je vais vous montrer tantôt comment c'est fait. Euh, Mhm, de façon générale, je pense que je suis assez bien couvert. mhm. Mais on pourra s'en reparler dans mon bout. Oui, oui. Les gens réalisent peu, mais en 2023, la majorité de notre vie numérique est sur des supports, que ce soit une clé USB, un ordinateur, vos mots de passe, ces choses-là. Puis, j'ai fait le tour un peu autour des gens autour de moi, de ceux qui faisaient des backups, et ça m'a étrangement jeté par terre, Patrice. Il y a très peu de gens qui font des backups. Oui, oui. Puis quand je dis très peu, là, c'est probablement en bas de 20% des gens qui le font réellement, de manière assidue et fréquente. Souvent, les gens vont se fier à une fausse sécurité du genre j'ai Google Drive, j'ai iCloud, whatever, qui est pas une mauvaise chose, là, qui va Non, non. sauvegarder vos fichiers, puis vos photos, ces choses-là. Mais dans le monde du backup, il faut prévoir plusieurs méthodes de backup, donc, parce qu'ils peuvent, tu sais, si tu perds ton mot de passe de ton cloud ou tu te fais hacker, ben, bye bye tes photos. Donc, as-tu une copie physique quelque part? As-tu une autre façon de récupérer tes données? Ne serait-ce aussi au niveau de l'inventaire, toi, tu du genre, je présume que oui, là, ça doit être ton genre, on est pas mal pareil. Es-tu du genre à avoir fait l'inventaire de ce que tu as chez vous qui a de valeur, puis d'avoir enregistré ça dans une base de données personnelle pour, en cas de besoin, l'assurance? Tu t'es pas rendu là, non? Je me suis pas rendu Ok, je là. suis plus fucké que toi. Oui, oui, mais c'est une bonne chose, là. C'est une très bonne Oui. chose, là. Donc, en cas de perte, feu, vandalisme, whatever, je peux plus facilement justifier à mon assureur les appareils que j'ai acquis, puis combien j'en ai, ces choses-là. Donc, les backups sont hyper importants. Et souvent, on va me demander, OK, mais je sauvegarde à toutes les combien de temps? Mhm. Puis ça, c'est une réponse qui va bouger d'un individu à l'autre, puis ça va bouger de la valeur que vous accordez à vos choses. Donc, c'est sûr que si vous me dites, moi, je prends pas beaucoup de photos dans la vie, j'ai des photos de mes enfants, 2, 3 fois par année, je prends des photos. Puis c'est pas mal juste ça qui m'intéresse dans la vie, sauvegarder mes photos, voilà. Mais peut-être que ton cycle de sauvegarde peut être plus grand ou plus éloigné parce que tu as moins d'intérêt. Mais quelqu'un qui crée du contenu, un peu comme moi, toi, Patrice, qui font des choses à tous les jours sur l'ordinateur, ben, on est presque obligé d'avoir ce qu'on appelle une sauvegarde journalière au minimum. Oui. Et dans certains cas, on peut même aller à une sauvegarde à l'heure, à la minute, en temps réel. Puis le type de sauvegarde, le contenu, l'endroit où tu vas la sauvegarder va dépendre beaucoup de ces besoins-là, puis du coût que peut représenter la perte de ces données-là. Donc, tu sais, c'est une entreprise que tu fais toute ta comptabilité, ton inventaire sur Internet, puis que soudainement, suite à un virus ou quoi que ce soit, tu perds l'accès à ces données-là, ça représente un coût de combien? Donc, c'est des choses qui se font en audit. J'imagine que dans ton domaine, c'est des choses que tu as vues passer dans ta vie, des Oh, oui, audits oui. de sécurité, ces choses-là, pour être capable de calculer les coûts d'une perte d'une base de données. On peut faire un peu le même travail chez des personnes, monsieur, madame, tout le monde, en se disant, OK, mais c'est quoi ma vie, moi? OK, j'utilise mon PC pour ça, j'ai mes données, blablabla, ça vaut quoi? Combien de temps je devrais mettre de l'avant pour récupérer ces données-là si jamais j'ai perdu? Et à partir de là, une fois que vous êtes interrogé, vous allez avoir un peu plus de facilité à déterminer qu'est-ce qui est utile. Puis, avant de parler d'utilité, on va parler de type de sauvegarde et on va parler de tout ce qu'il y a à savoir. Évidemment, je vais laisser Patrice parler plus spécifiquement de certaines parties, mais en parlant de type de sauvegarde, on va définir un peu c'était quoi le stockage de données et ça correspond à accumuler de l'information sous forme numérique, des octets, des bits, ces choses-là. Ça peut être des fichiers, des documents, ça peut être des carnets d'adresses, des préférences utilisateurs, ça peut être un disque dur complet avec une base de données. Et c'est un peu le même principe que notre cerveau. Tu sais, dans la journée, ce qu'on fait, on le met sur la RAM, donc quand je te parle ou quand j'agis. Et quand je vais me coucher,
mon cerveau va prendre ce moment-là pour pouvoir aller inscrire dans la mémoire à long terme, donc dans un support externe, le backup de ma journée, donc toutes les fonctions de sémantique spatiale, émotionnelle, procédurale, vont aller s'enregistrer sur le disque dur à long terme. Ben, un PC a aussi ce besoin-là d'aller sauvegarder des données une fois de temps en temps pour améliorer son accès, sa rapidité, ces choses-là. Ça vient de Red Hat. Petite histoire des systèmes de stockage de données. On ne reviendra pas en arrière parce qu'on a fait une émission complète là-dessus. Mais sachez qu'en 1725, William Henry développait des cartes à poinçonner pour pouvoir mémoriser des patterns de métiers à tisser. Donc, c'était une première version de mise en mémoire d'informations pour être capable d'être réutilisée plus tard. Puis, exemple, produire plusieurs fois le même tissu à l'aide de ça. Donc, c'est un premier exemple. Puis, au début des années 70, encore là, Patrice, on en a parlé, les cartes à poinçons ont été super utilisées, même très, très présents dans la conquête spatiale. Ça a permis de mettre en mémoire avec les rubans magnétiques les données qu'on voulait sauvegarder. Il y a 3 types de sauvegarde, Patrice. Il y en a plus qui sont des combinaisons de un et de l'autre avec des légers détails. La sauvegarde complète, si on veut la comparer, ben, c'est pas compliqué. C'est à chaque jour ou à chaque mois, à la période que vous décidez, vous sauvegardez l'entièreté de votre donnée, que ce soit le disque dur, ces choses-là. Et ben, mardi, vous reprenez. Vous refaites la même sauvegarde au complet en ajoutant les données de plus que vous avez. C'est une méthode qui est hyper sûre parce que tu te retrouves avec des données complètes tout le temps. Mais ça a un désavantage majeur, c'est hyper lourd comme méthode. Ton ordinateur est à toute fin pratique toujours en train de travailler pour envoyer les données sur le serveur, ce qui fait que tu réduis tes capacités en temps réel, mais c'est sécurité 100%. Les autres méthodes viennent contrebalancer cet effet-là en permettant de... oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accroché mon piton. Oui, il y a On comme. recommence. J'ai perdu la connexion. Ouais, je reviens. J'ai pesé sur le mauvais piton. Et voilà. Alors, les autres méthodes, la sauvegarde incrémentielle, qui est une des plus populaires, je te dirais. Ben, en fait, lundi, on fait une sauvegarde dite complète. Et mardi, je consomme, je sais pas moi, 200 mégaoctets. Ben, je crée 200 mégaoctets de nouvelles données. Je vais aller sauvegarder seulement que les 200 mégaoctets de mardi. Mercredi, je fais un autre 200 mégaoctets. Je vais sauvegarder les 200 de mercredi, mais pas ceux de mardi. Et jeudi, j'en consomme 100 seulement. Alors, chaque jour, je n'enregistre que les modifications de la journée en cours. Donc, c'est hyper avantageux en termes de rapidité parce que ça demande peu de ressources. Donc, ça enregistre rapidement seulement que les changements de la journée. Par contre, c'est risqué parce que on a comme une période tampon à partir de laquelle, si je perds mes données, ben, je ne peux pas récupérer. Donc, si, exemple, je perds vendredi, ben, je suis mal pris parce que j'ai plus ces données-là. Donc, je ne peux pas reconstituer l'entièreté de la... Je peux aller dans la sauvegarde complète qui date de quelques jours. Je peux recouler la journée avant, mais vendredi est définitivement perdu. Donc, c'est comme une espèce de compromis entre tu as une sécurité qui a du sens, puis tu prends un certain niveau de risque. Donc, encore là, ça va dépendre de la quantité de données que tu génères puis de leur importance. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui aurait une base de données qui est énorme, mais qui bouge à peu près pas. Quelqu'un qui a un inventaire qui change à peu près pas au fil des années, 2-3 items par année qui se rajoutent dans le catalogue, quelques transactions par jour, 200, 300, 400 transactions, il perd une journée, c'est chiant, c'est problématique, mais ça se gère. C'est ça, c'est ça. Versus quelqu'un qui gère une entreprise qui a des entrées-sorties à longueur de journée, des milliers de transactions, ben, ce type de sauvegarde-là peut être problématique. La sauvegarde différentielle, c'est comme un joyeux mix entre la incrémentielle et la complète. Donc, lundi, encore là, on fait une sauvegarde complète. Mardi,
on génère 200 mégas de données nouvelles, on l'enregistre. Mercredi, on reprend les données de mardi et on ajoute à celles-ci les données de mercredi, donc les 200 mégaoctets additionnels. Et chaque jour, on ajoute les données de la journée précédente, ce qui fait que si je perdais mercredi, je pourrais toujours jeudi recréer les données manquantes à partir du bloc qui manque. Donc, c'est ce qui est le plus sécuritaire. Ça a aussi un peu le désavantage de c'est un peu plus lourd qu'une sauvegarde incrémentielle, mais en même temps, c'est super efficace. Est-ce qu'on peut, dans une stratégie de sauvegarde, mettre en place plusieurs types de sauvegarde? Oui. Oh, oui. On peut diviser nos données, nos infos. On peut très bien décider que ce disque dur-là contient des données qui peuvent se permettre une sauvegarde complète une fois par mois. Celui-là, cet appareil-là, lui, a besoin d'une différentielle. On peut mixer les différents types de sauvegarde entre eux, puis arriver à quelque chose qui est très efficace. Le type de stockage de données. Parce qu'on peut aussi, là, on rentre dans le détail qui est plus de nature, peut-être entreprise, mais encore là, j'ai des gens dans le domaine privé qui vont aussi loin. Donc, dans le type de stockage de données, on a des stockages en réseau, évidemment. Tout le monde est un peu familier avec ça. Là, vous installez un NAS, donc c'est une espèce d'ordinateur qui a son propre système d'exploitation dans lequel on va venir ficher plusieurs disques durs. Ça peut être des disques durs ou des cartes SSD ou peu importe. Et cet appareil-là va centraliser le sauvegarde à un même endroit. C'est super avantageux parce que ça met les affaires au même endroit. Désavantageux parce que s'il arrive quelque chose de grave à cet endroit-là, ben on peut perdre nos données. Donc, généralement, c'est pas quelque chose qui est conseillé d'avoir que ça, mais c'est quelque chose qui est rapide pour l'accès, puis ça permet l'accès au réseau. On a le stockage en mode objet. Donc, les fichiers sont décomposés en éléments. En fait, c'est un peu comme si je prenais votre fichier Word de votre texte que vous avez créé pour votre présentation et que je le divisais en octets et que je répartissais ces octets-là dans des petits blocs, des petits éléments avec une indexation, c'est-à-dire que je vais identifier à qui appartient cet élément-là, qu'est-ce qu'il faut pour le reconstruire et je vais sauvegarder ce moyen-là. Donc ça, monsieur, madame, tout le monde, zéro utilité ou à peu près, à moins d'avoir de très, 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 très grosses bases de données. C'est quelque chose qui est très utile en termes de rapidité, mais ça prend des choses qui ne bougent pas beaucoup au niveau des données. S'il y a des données qui changent à toutes les heures, c'est pas la bonne façon. On a le stockage en mode fichier, ce que pour la plupart des gens on utilise, c'est-à-dire, vous savez, dans votre ordinateur, vous avez le C, Document Setting, User, Mes documents. Donc, on a une arborescence de fichiers, une structure. Donc, on va sauvegarder cette structure-là ainsi que le fichier puis ainsi que les modifications. C'est ce qui est le plus fréquent. C'est un peu plus lourd. L'indexation est plus complexe, mais c'est ce qui est le plus efficace. On a un stockage en mode bloc. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est vraiment, là, on rentre dans l'entreprise à côté. Ouais, c'est ça. C'est une autre façon. On a un stockage logiciel. On existe un paquet de logiciels qui permettent de gérer des NAS, des disques durs, de gérer des machines virtuelles pour pouvoir sauvegarder. Puis en dernier lieu, ce que la plupart des gens utilisent, ben, le stockage dans le cloud. Donc, soit de manière personnalisée comme iCloud, Google Drive et autres, ou pour des entreprises qui vont choisir des Amazon Prime, Amazon Server, des CDN, ces choses-là. Donc, il y a d'autres méthodes qui permettent de sauvegarder en grand. Les logiciels de sauvegarde, j'en ai pas mis beaucoup, Patrice, parce que je sais que tu vas parler un peu plus de ça tantôt, mais j'ai mis mon premier, le top de Vas-y, qualité. C'est pas lui. On va commencer par celle-là. Sachez que Microsoft Windows a sa propre solution de sauvegarde qui coûte rien. Donc, dans les menus paramètres, vous avez la possibilité de sauvegarder, pas la première option qui est sauvegarde des fichiers sur OneDrive, qui n'est pas une mauvaise chose en passant, mais qui a un problème, j'y reviens.
On peut sauvegarder à l'aide de l'historique de fichiers. Donc, on peut activer cette option-là. Ça va nous demander de sélectionner un disque dur, quelque chose, puis on peut aller définir la périodicité. Et un peu comme Time Machine sous Mac, le système va indexer les versions de fichiers et on va pouvoir reculer dans le temps sur un fichier, que ce soit une photo, une image, une modification. On peut faire le bouton droit de la souris puis dire, ben, remonte-moi la version précédente. Mais c'est pas très documenté dans le sens qu'on ne sait pas si c'est une sauvegarde incrémentielle ou pas. On n'a pas d'option pour jouer avec. Donc, c'est très, très de base. Et l'autre qui est offert aussi, qu'on peut faire les deux, sauvegarde OneDrive, c'est bien. Les gens trouvent ça intéressant, mais le problème, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu sauvegardes sur OneDrive, les fichiers ne sont plus locaux. Mais non, c'est ça, là. Et ça, ça a l'air innocent parce que tout le monde a de l'Internet de nos jours, jusqu'au jour où tu t'en vas au chalet avec ton portable en disant je vais continuer à travailler sur mon document. Puis là, tu double-cliques dessus puis tu dis téléchargement en cours, veuillez vous connecter à Internet. Et là, tu t'aperçois avec horreur que tu ne pourras pas travailler, tu es à 400 km de chez vous, que tu ne pourras pas travailler sur ton document parce qu'il n'est pas physiquement dans ton ordi. Ça, c'est plate. Encore là, OneDrive, tu peux aller paramétrer puis dire je veux avoir une copie en local de certains dossiers, ces choses-là. Mais par défaut, les fichiers ne sont plus physiquement dans ton ordinateur. Sachez-le. Vois-tu, je pense que Apple, je ne sais pas si tu as pu l'expérimenter, mais moi, compte tenu que j'ai un compte Apple One avec beaucoup de données de stockage, on dirait que tous mes ordinateurs, mes nouveaux ordinateurs, prennent par défaut un stockage infonuagique au lieu de local. C'est comme si il se dit, ben OK, tu l'as l'espace, fait que tant qu'à faire, je vais aller là par défaut. J'ai constaté ce phénomène-là très présent avec le Mac Mini, moins avec l'iPad, puis encore moins que l'iPhone. Parce que l'iPhone, quand je prends des photos, je télécharge des choses, ils sont physiquement sur l'appareil, puis après ça, ils sont uploadés sur le cloud. Oh oui. Mais sur le Mac Mini puis sur l'iPad, les objets que je télécharge, ils sont pas physiquement sur l'appareil. Puis dès que j'ajoute du nouveau contenu sur mon Mac Mini, on dirait qu'il ne le télécharge pas sur le Mac, il s'en va direct sur l'iCloud en partant. C'est ça, c'est ça. Mais j'ai l'impression que ce choix-là de comme le mettre par défaut sans le dire, c'est probablement un choix de se dire, ben, je vais m'éliminer un certain nombre d'appels, de problèmes de disque dur, de backup, parce que ça, c'est ce qu'on ne J'avoue, sait hein? pas en arrière-plan. Hein. C'est Mhm. qu'est-ce que ça génère comme problématique quand quelqu'un perd ses fichiers chez un fabricant ou chez une compagnie qui développe une solution. Et dans ce cas-ci, j'ai l'impression que, parce que le disque coûte pas vraiment cher pour le bénéfice que tu peux en retirer comme compagnie là, dans ce cas-là. Là, tu Mhm. sais. Donc, j'ai l'impression que c'est pas un move pour dire hey, je vais te vendre plus, mais c'est beaucoup plus un move pour dire Je veux moins m'occuper de ça, genre. ouais, c'est comme garde, on va garder ça simple. Là. J'avoue. J'en parlerai très peu, sûrement que Time Machine, qui est visuellement sur la coche là, en termes de façon de gérer. Puis, ben, Time Machine permet, comme le dit, de reculer dans le temps. Donc, on peut ajuster les sauvegardes, on peut définir quelques paramètres de qu'est-ce qu'on veut sauvegarder, comment, ces choses-là. Puis, ça permet de retrouver une version de fichier qui a été faite aujourd'hui, hier, là, 2 jours, là, 3 semaines. Donc, c'est très, 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 très bien fait. Moi, je connaissais peu parce que c'est tout nouveau pour moi l'univers du Mac. Patrice va nous en parler plus en profondeur parce Ouais, un qu'il peu connaît plus plus tantôt, ça. oui. Mais en gros, c'est pas mal ça. La solution payante, qui est vraiment le haut du pavé, Patrice, qui sont vraiment les spécialistes de la sauvegarde pour monsieur, madame, tout le monde, puis même pour les entreprises, c'est Acronis Cyber Backup. Avant, on avait Acronis True Image là, qui permettait de faire des images de disque. Ils ont upgradé pour la version Cyber Backup qui fait, en plus de la validation en temps réel, pour éviter les encryptions de disques durs, les problèmes de virus qui viennent bloquer ton disque, ces choses-là. Et il est hyper flexible, donc il permet de faire de la gestion de groupe, des plans de protection partagés, de la gestion centralisée. Il fait de la sauvegarde complète, incrémentielle. Il permet d'aller sélectionner certains types de fichiers
avec une fréquence plus élevée. Donc, dans une même... Oups, je m'accroche tout le temps avec mon micro, il va falloir que je change de place. Dans une fréquence plus élevée, excuse-moi, dans un prix qui est pas très cher, on parle de 83 pour la version totale, Ah oui. euros, puis 65 pour la version correcte. Par année, ça? Ouais. OK. Écoute, tu vas avoir de la difficulté à trouver mieux. Il gère les NAS, il gère les machines virtuelles. Il est capable de te sauvegarder tout ton disque dur, pas juste l'image, mais tous les secteurs d'amorçage d'un disque. Il va te le sauvegarder. Donc, il est capable d'aller très, très loin. Puis là, tu sais, j'ai pas rentré dans les détails, monsieur, madame, tout le monde, là, parce que souvent, on se dit, je vais faire une image de mon disque. L'image de ton disque ne va pas sauvegarder le secteur d'amorçage de ton appareil. Donc, si ton disque dur était divisé en plusieurs secteurs, puis que tu avais plusieurs partitions, ben, ton image de disque va seulement sauvegarder une image de disque. Donc, tu vas être capable de réinstaller, mais disons, ton Windows un peu avec ce qui fonctionnait. Mais si tes partitions sont complètement supprimées, tu as perdu ou whatever, la plupart des solutions de sauvegarde ne le font pas, mais lui le fait. Puis, il te permet de visualiser aussi où en est rendu ta sauvegarde via des graphiques, ces choses-là. Donc, c'est sur la coche, c'est clé en main. Ça se programme super facilement. Tu vois tous tes appareils qui sont connectés. Puis, il propose même la sauvegarde dans le cloud de iOS Android. Ah oui. Wow. C'est bien, c'est bien. Moi, j'ai utilisé, j'avais recommandé à certains clients Backblaze au début, il y a longtemps. Ça existe tout le temps, mais j'ai des clients, j'ai un ami qui est à Ottawa, qui a une solution qui s'appelle Background Backup. Je l'ai référé à plusieurs de mes clients. C'est compatible Windows, Mac, Linux. Et c'est ça. Le principe, c'est qu'en background, ça utilise l'application CrashPlan. Ça fait des backups. Les serveurs sont situés à Ottawa dans Ah, une wow, ça c'est ancienne, nice. dans un ancien bunker de l'armée canadienne qui est maintenant converti en data center. Donc, ils ont. Lui, le propriétaire, c'est un de mes amis. Il a été dans l'armée de l'air, je crois. Donc, avait déjà ses contacts là, pour pouvoir avoir accès au site. C'est vraiment sur la coche. C'est fait plus pour les entreprises, là, je dirais. Là. J'ai un de mes clients qui s'est fait voler à un moment donné ses ordinateurs et il était avec ce service-là. Et la journée d'après, on a racheté des ordinateurs, on a restauré les backups et bingo, Puis il était merci, bonsoir. opérationnel. Oui, oui. C'était pas tant pour son système d'opération qui, lui, était... Ah non, dans ce temps, son système d'opération était local en plus. Fait qu'il il a perdu peut-être une journée de données, mais c'était des pinottes, là. Ah, c'est ça. C'est pas comme si tu perdais ton entreprise au complet parce que tu Non, n'avais pas pensé à ça. Puis, c'est en ça. passant, il y a énormément de gens dans cette situation. Oui, hein, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste c'est comme une assurance, ça. Tu sais, tant que tu payes et Mhm. tu n'as pas besoin, tu te dis, ben, je n'ai pas besoin, mais le jour où tu en as besoin, tu es content de l'avoir, puis c'est là que tu vois la différence, là. Dans ce cas-ci, bon, après une semaine, il était vraiment up and running, fonctionnel. On avait réglé les petits problèmes parce que des fois, tu restaures des backups, mais avec les nouvelles versions de système d'exploitation, parce qu'il y avait peut-être des ordinateurs qui n'étaient pas à jour, il y a des petits accrochages, là, mais de Ouais, façon générale. certains programmes qui fonctionnent pas ou whatever, là, tu Ouais, as un ou des problème d'avoir ça. configurations à Ouais. refaire ou des choses comme ça, mais de façon générale, regarde, je pense qu'il était, il était content d'avoir le service, là, c'était clair. Là. Puis tu sais, il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'il existe un paquet de suites logicielles gratuites qui font ça? Oui, j'ai passé mon après-midi à regarder des dizaines et des dizaines de reviews de ces solutions-là. Puis ils sont probablement très bonnes. Ce que je remarque surtout, c'est que ben, plus la solution est gratuite, moins il y a d'options. Donc, vous avez Ouais, moins de flexibilité, vous avez moins de possibilités. Puis comme je l'ai dit au début d'émission, c'est pas une chose qui est foncièrement mauvaise, là, parce que tu sais, si vous êtes quelqu'un qui a très peu de modifications sur ses équipements, comme ma mère, je fais une sauvegarde aux 6 mois, puis c'est correct. Là. ça c'est correct. Fait que tu sais, on peut y aller pour une solution gratuite ou même la solution intégrée à Windows. Mais autrement, ben, allez-y peut-être vers quelque chose de payant ou quelque chose d'un peu plus complet. C'est ça. Puis l'autre chose qui est important, c'est que faut. Tu sais, c'est pas des concepts
Ben oui, dans certains cas, les solutions sont faciles à utiliser, mais ça demande quand même de comprendre c'est quoi mon vrai besoin, c'est quoi qui est Oui, vraiment prioritaire de ce qui ne l'est pas. Tu sais, de backuper des applications, c'est peut-être pas nécessaire, on peut les télécharger. Il y a certaines données, bon, sont dans le cloud, j'ai pas besoin, donc d'être capable de bien identifier qu'est-ce qu'on veut oui, vraiment un backuper. très bon point parce que les gens ne savent pas, Patrice, mais la plupart des PC de nos jours, puis la même chose pour un Mac, les données utilisateurs, donc les paramètres de mon logiciel, les sauvegardes de mes dernières images, ces choses-là, sont souvent gardées dans un dossier distinct qu'on appelle souvent roaming dans un PC Windows, mais qui porte un autre nom sous Mac. Et ces infos-là, si on les copie, puis qu'on réinstalle le logiciel, puis qu'on écrase ces données-là, ben, on se retrouve littéralement avec notre système qui se retrouve à être paramétré comme avant, au lieu de sauvegarder, comme tu dis, je sais pas, moi, mon logiciel, il fait 4 gigas, ben, c'est complètement inutile d'aller sauvegarder les 4 gigas. Je veux dire, la journée que j'en avoir besoin, je vais le retélécharger, C'est je ça. l'installe, merci, bonsoir, je garde juste les données utilisateurs. Puis l'autre chose, ça nous force aussi des fois à faire du ménage de temps en temps, tu sais, de repasser à travers notre dossier d'application. Bon, ben, j'ai-tu vraiment besoin de toutes ces applications-là? Moi, je m'aperçois des fois, bon, ça fait 2, 3 ans, je n'ai pas utilisé tel logiciel. Bon, regarde, je vais Mhm. l'effacer, j'en ai pas besoin, tu sais. J'en ai peut-être eu besoin il y a 3, 4 ans pour un projet X ou pour une situation, mais là, maintenant, j'ai plus cette situation-là. Puis peut-être qu'il y a d'autres solutions plus adapté aujourd'hui que je voudrais utiliser. Donc, pourquoi me mettre de l'espace dédié à ça quand c'est pas nécessaire? Là? C'est pas utile. Puis, l'autre chose aussi qu'il faut penser, c'est que, tu sais, quand je parlais de solutions payantes ou de logiciels plus professionnels, il y a aussi le fait que plus tu vas avoir d'options, plus tu vas trouver qu'il y a des possibilités de gestion de disques ou de support en cas de surcapacité. Donc, si tu arrives à la fin de ton disque dur, puis que là, tu n'as plus d'espace, ben, il y a des logiciels gratuits qui vont tout simplement planter, puis ils vont te dire, ben, il n'y a plus d'espace. Oh, oui, Alors que plus tu t'en vas dans la qualité au niveau du logiciel, ben, plus tu vas avoir des options du genre, ben, écrase ce qu'il y a de plus vieux, écrase ce qu'il y a de plus vieux, mais pas telle chose. Donc, certaines options de possibilités de croiser vont apparaître plus le logiciel est complet. Alors, effectivement. c'est tout, Patrice, pour la présentation sur les données de sauvegarde. Moi, Hmm, j'ai du contenu un peu plus sur la technologie RAID. On va c'est parler fou, ça. de Xan, de la solution qui avait été mise en place il y a longtemps. Je vais tomber dans mon mode nostalgique ici, vous allez voir. Et on va parler aussi de Time Machine et de tout ce qu'il y avait alentour de cette solution-là. Euh, donc, pour RAID. peut-être mettre les Mhm, concepts en place au niveau technologique, RAID est un type de technologie qui est surtout utilisé dans les entreprises, sur les serveurs, dans certains NAS aussi, c'est utilisé. mhm. Bon, il y a plusieurs types de RAID, mais les plus fréquents, c'est les RAID 0, 1 et 5. RAID veut dire Redundant Array of Independent Disk. Il y a aussi une autre version de la définition, mais essentiellement, c'est un peu la définition la plus standard. Donc, ce que ça dit, c'est on peut mettre des disques dans une matrice et ces disques-là vont être indépendants les uns des autres et un logiciel va gérer comment l'information va être écrite sur ces disques-là. Dans le cas d'un RAID 0, on a 2 disques et toute l'information qu'on envoie sur un disque 1 va être envoyée sur le deuxième disque. Dans ce cas-ci, là, c'est le disque 0 et 1. Et on a vraiment un miroir de l'information, ce qui fait que si jamais un des disques ne fonctionne plus, l'appareil continue à fonctionner parce qu'on a l'information qui a été copiée sur l'autre disque jusqu'au moment où on répare notre disque, où on en installe un nouveau et on remet en place le miroir pour être capable de continuer à fonctionner. 100% sécuritaire, mais plus lourd. C'est plus lourd à ce moment-là. Puis ça nous nécessite autant d'espace. Là. Exemple, là, on a 500 gigs d'un côté, on a besoin de 100 gigs de l'autre pour être capable de faire Mhm. cette copie-là. Dans le cas du RAID 1, c'est un RAID où on va copier les informations. J'essaie juste de voir la différence entre le 0 et le 1, mais je pense que Ben, en le fait, 1. c'est le contraire. Tu as inversé. Le J'ai zéro, inversé, c'est. hein, c'est ça. C'est Ouais, le 1 et exact. le miroir, c'est ça. Versus le 0, je pense qu'il va écrire des blocs sur les deux, mais
il ne Ouais, sera pas c'est comme nécessairement en A1, mémoire. A2, A3, A4, OK, et c'est ainsi ça. de Tandis suite. que l'autre, c'est 1, 2, le 1, 1, 2, 2, tandis que l'autre, il va aller de un à l'autre sur deux disques différents. Euh, donc, l'avantage du RAID 1 en miroir, c'est ce que je disais, c'est un miroir, tandis que le RAID 0, ben, s'il y a un des disques qui faillit, ben, on perd les données qu'il y a sur ce disque-là. Il va On falloir perd en la restaurer. moitié des données, disons. C'est ça. Puis il va falloir restaurer un backup pour être capable de le récupérer. Dans le cas du RAID 5, qui est probablement celui qui était le plus utilisé en entreprise, c'est la capacité d'avoir plusieurs disques où on va écrire chaque élément de données sur plus qu'un disque en le divisant et en écrivant sur le dernier disque un bloc de parité. Donc, en gros, si on a un élément d'information A, on va le diviser en A1, A2, A3, et sur le disque 3, dans ce cas-ci, on va aller écrire la parité qui est une formule mathématique comme un C'est un modulo. peu l'équivalent de ce que je parlais tantôt des clés publiques-privées. Donc, on fait un C'est ça, calcul pour retrouver les données pour sans retrouver. avoir les données. Mais en fait, ce n'est pas tellement pour retrouver les données, mais pour être capable d'avoir une règle de 3. Donc, si je perds un des disques, avec la parité, je suis capable de recalculer la règle de 3 parce que la parité est égale à la somme des 3 premiers. Donc, on peut en tout temps perdre le disque 0, 1, 2, même le 3 à la limite, on peut le recalculer. Mais on peut recalculer aussi le 1, le 0, le 1 ou le 2 si le disque 3 existe. En fait, pas si le disque 3 existe, mais si le bit de parité existe. Dans le cas du RAID 5 que vous voyez à l'écran, la parité va changer de disque à chaque fois qu'il va y avoir une écriture de bloc, de façon à ce qu'on n'ait pas un disque avec juste la parité, puis un disque avec juste le bloc, par exemple, numéro 3. Donc, la parité va se promener d'un disque à l'autre et le logiciel va gérer où l'information va être écrite pour chaque bloc. Donc, on est capable de le retracer pour faire notre calcul. À l'extrême du RAID 5, on a ce qu'on appelle le RAID 10. Et le RAID 10, essentiellement, c'est un RAID 1. Donc, on va avoir un miroir du RAID 5. Donc, on va avoir deux RAID 5, un à côté de l'autre. Et on s'assure d'avoir cette redondance-là en miroir pour être capable de fonctionner. Parce qu'il faut comprendre que si un des disques ne fonctionne plus sur un RAID 5, la vitesse va être moins rapide parce qu'à chaque fois, il y a un calcul qui devra être fait pour recalculer qu'est-ce qui nous manque. Donc, on va continuer à fonctionner, mais en mode réduit, tandis qu'en RAID 10, ben, on va avoir un miroir qui va reprendre le relais jusqu'à temps qu'on reconstruise le disque de l'autre côté pour être capable de pouvoir le réécrire des deux côtés en même temps. C'est le RAID 5 qui permet le hot swap, c'est-à-dire que je peux enlever le disque en cours d'utilisation, tu peux l'enlever, ça ne change tu le rien, remets, j'en il va mets se un nouveau. reconstruire. Oui, puis il va se reconstruire. Fait que si vous avez des NAS, des Network Array Services, c'est ça, je pense. Donc, si vous avez des NAS à la maison, ben, puis que vous avez plusieurs disques, puis que ça vous permet de répartir en RAID, ben, vous savez que vous pouvez retirer un des disques et à ce moment-là, ça va continuer à fonctionner, il va se reconstruire. Donc, si jamais il y a un disque qui a un problème, vous êtes capable de le changer. Donc, ça, c'est le concept de RAID. C'est beaucoup utilisé en entreprise. C'est beaucoup utilisé, évidemment, là, les gros systèmes de ce monde, que ce soit chez IBM, chez Apple, chez Google, chez Amazon. Tout est comme ça. Ce genre de technologie-là, évidemment, en arrière-plan. Là, c'est évident. Dans les années 2000, Apple avait développé son propre SAN, donc son propre système de Array Network, donc de stockage de données sur réseau. Et ils avaient, ça on se reporte dans les années 2000, il y avait différents fabricants qui développaient ce genre d'équipement-là et de logiciels-là. Et dans le cas d'Apple, ils avaient déjà un serveur OS 10 qui était quand même assez puissant pour le temps, pour le moment, avec les puces au départ, les puces G4, je crois, là, qu'ils ont eu. Ils ont même eu le G5 d'IBM qui était des PowerPC. Et ça permettait, par exemple, Exxon d'avoir plusieurs nœuds. Ça permettait aussi même d'utiliser le concept de Spotlight. Donc, Spotlight, c'est la petite loupe qui vous permet de faire une recherche sur tout le disque avec n'importe quel mot qui va aller chercher, qui va indiquer
indexé et qui va permettre la recherche, bien, ça le permettait même sur les disques XAN, sur la technologie qu'Apple permettait à ce moment-là. Et ça nécessitait bien évidemment un Xserve pour être capable de rouler l'application qui était XAN. Et c'était aussi fonctionnel avec le Promise V-Track. Donc, c'était un autre type d'équipement avec du RAID pour être capable d'avoir du stockage sur un réseau Mac OS X. Donc, on voit ici en haut un Xserve à l'origine qui était le serveur qui se mettait dans un rack. Et on voit déjà que le design, là, tout était en aluminium déjà dans les années 2000. Et en bas, on a vraiment un rack X-Raid qui permet d'avoir des disques avec l'état des disques. On pouvait voir avec les voyants quel en était l'état et être capable de les changer au besoin si jamais il y avait des bris. C'était des disques qui pouvaient être carrément retirés pour être capable d'être changés sur le champ et reconstruire automatiquement. C'était vraiment de la belle pièce d'équipement. C'était pas donné. C'était excessivement dispendieux. Non, ça serait un 20-30 000 facile. C'était très, très, très cher. Et c'était surtout utilisé dans une université. Il faut comprendre que dans ces années-là, Apple avait introduit ces technologies, surtout au niveau de l'éducation, aussi dans le domaine du dessin cinématographique, la photo. C'était des équipements qui étaient quand même passablement utilisés. Puis on peut voir là, un exemple d'un rack dans une entreprise où on avait un écran, un cinéma display avec un ensemble de Xserve en haut et un ensemble de X-Raid en bas qui était contrôlé par le logiciel XAN. Et XAN coûtait $1000 US par nœud. Donc, par mois? Par nœud. Ouais, mais ouais, fait que c'était des solutions qui étaient quand même haut de gamme là, pour le temps. Ouais, mais c'était du monde qui avait besoin de ça, on s'entend quand t'es rendu là. C'était une niche, Ça a duré, ça a duré probablement à peu près une dizaine d'années, puis vers la fin des années 2008, 2009, 2010, le XAN, puis même le Xserve a été discontinué, donc ils ont carrément mis fin à cette ligne de produits-là, sachant que ils n'avaient pas vraiment d'avantage à compétitionner dans ce segment-là avec Linux qui montait, avec Windows qui avait quand même une bonne part de marché au niveau des serveurs. Donc, il n'y avait pas vraiment d'intérêt de dire on va les compétitionner sur ce marché-là. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour le temps que c'était nécessaire, puis après ça, on passe à autre chose. La stratégie a changé. Time Machine, comme Patricia vous a parlé précédemment, était la solution qui a été introduite quand même assez rapidement là, dans les années 2000 et qui était assez révolutionnaire dans la mesure où ça permettait de récupérer un fichier en remontant dans le temps. Donc, on pouvait voir visuellement, on pouvait aller en arrière à un moment donné dans un dossier donné pour trouver un fichier donné ou une version de fichier donné. Et c'était même possible de configurer la fréquence des prises de copie. Puis c'était vraiment, vraiment facile d'utilisation. Donc, sur ce point-là, Apple avait beaucoup innové dans l'interface graphique pour faciliter la récupération de fichiers. Ça m'est arrivé, moi, de devoir récupérer des vieux fichiers que j'avais soit effacés par inadvertance ou que j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce que j'avais dans ce fichier-là à ce moment-là dans le temps. Donc, ça nous permet d'aller le récupérer. Il le restaure sur notre disque local et à ce moment-là, on peut le consulter et l'utiliser comme un fichier comme un autre. Donc, c'était vraiment bien fait. Mais je me trompe, Patrice, mais je te pose la question. Mac, à la base, dans son système de fichiers, est déjà comme plus intégré pour gérer ça versus Windows, que c'est comme, il a l'option, mais elle est comme pas en fonction par défaut. Oui, bien, les fichiers étaient déjà journalisés, donc la technologie était déjà en place. Il faut comprendre que c'est arrivé avec Mac OS X qui était Nextstep. Nextstep était Unix. Ça avait déjà été en partie développé ou amorcé en termes de développement. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça qui fait que Mac OS X est excessivement puissant, c'est qu'ils ont pu bénéficier du développement de Unix dans les années 70, 80, 90 et d'être capable de capitaliser sur une fondation qui est excessivement solide. Là, oui, ils ont rajouté leur couche par-dessus, ils ont rajouté des services à côté, mais
à la base, ils avaient déjà beaucoup, beaucoup d'éléments sur lesquels ils pouvaient capitaliser, dont le file system. Bon, depuis le temps, ils ont changé leur file system dans les dernières années pour aller vers un file system encore plus performant, mais le point, c'est qu'ils ne partaient pas avec un sac de patates sur le dos comme Microsoft qui était pris avec... Il y a beaucoup de plaster. Ouais, c'est ça, là, de spaghettis Il y a et tout du ça. Là. cloud, Ouais, puis, ouais. Donc, c'est Time Machine qui a été introduit là, dans ces années-là. Et un des coups de génie, selon moi, c'est ils ont mis en marché à peu près en même temps Time Capsule. Puis en gros, Time Capsule, c'est quoi? Ben, ils un avaient déjà routeur une qui ligne avait de 10 dedans. routeur. Hein? Et oui, c'était un routeur avec un 10 dur dedans. Donc, c'était d'un point de vue marketing, ça faisait du Wow. sens. Hein, parce que tu restais sur le même concept. Deux, ben, tu disais aux gens, tu as juste besoin de le brancher, ça configure ton réseau, puis by the way, ton Mac va savoir qu'il y a un 10 dur là, puis il va être capable de l'utiliser pour ses backups. Donc, c'est merveilleux. Et c'est aussi gros que les appareils que l'on a actuellement. En fait, il était un petit peu plus gros que l'appareil d'avant, mais pas tellement plus gros. Évidemment, il était plus pesant parce qu'il y avait un disque dur dedans, puis il fallait s'assurer qu'il est bien ventilé parce que le Ça disque dégage dur, la chaleur. lui, il fonctionnait constamment. Donc, ça, c'était vraiment, selon moi, le coup de génie d'amener le backup à pas nécessairement au goût du jour, mais de façon de permettre aux gens une certaine C'est le NAS facilité. avant que ça devienne connu du public. Oui, oui. Puis c'est accessible. C'est une solution qui est accessible, facile. Puis ils ont Parce que vraiment c'était compliqué. Quelqu'un qui voulait, tu sais, à l'époque, là, je retourne en arrière, oui. tu avais à peu près juste les WD Backup, les Western Western Digital Digital, oui. Cloud qui vendaient une solution. Puis encore là, elle n'était pas super simple. Il fallait que tu mettes des exceptions dans ton routeur, ces choses-là. C'était pas Oui. clé en main comme ça. Tu le pluguais, puis ton Mac, il se posait pas de questions à savoir. Il se rendait compte que ça existe, puis merci, bonsoir. C'est en plein ça. Fait que c'était vraiment un coup de génie selon moi. Moi, j'en ai acheté beaucoup pour des clients parce que c'est une solution simple à mettre en place pour un minimum. T'sais, au moins, tu te dis tant qu'à rien avoir, on va avoir ça, puis on va être capable de le mettre en place. Puis on va trouver d'autres solutions complémentaires comme background backup pour envoyer le backup à l'extérieur aussi. Là, mais au moins, on va se donner des outils à l'interne. Bon, pas cher. Là. Il y avait avec ça l'application, l'utilitaire Airport. Qui était l'application qui nous permettait de configurer notre time capsule. Donc, vous avez l'exemple ici j'en ai encore un qui fonctionne, mes backups sont dessus. On voit à droite le disque dur, il est là, il s'appelle Data. Je peux le configurer, je peux le reformater. J'ai accès directement au disque dur. Il y a même des hacks pour être capable de le changer si on veut. On est capable de le démonter, s'en mettre un autre si on veut en mettre un autre dans le routeur. Mais tu sais, j'ai ce time capsule-là depuis au moins 8 ans, si ce n'est pas plus. Il fonctionne super bien. Celui d'avant, le disque dur, après un certain temps, avait brisé, donc je l'ai changé. De toute façon, les protocoles avaient changé là, au niveau Wi-Fi. Mais là, moi, je le garde strictement comme outil de backup. Là. Il fait vraiment juste le minimum. Puis j'ai un disque sur un autre Mac qui est utilisé comme autre disque réseau, qui est partagé. Qui permet de faire des backups de d'autres appareils. Donc, ça me donne 2 disques durs sur le réseau accessibles par mes différents appareils. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique. Puis, quand vient le temps, par exemple, d'acheter un nouvel appareil puis de dire, bien, je veux démarrer l'appareil avec mes informations de ma configuration, mais j'ai le choix. Je peux dire, prends mon ancien, lis ce qu'il y a dessus, puis recopie-le, ou part du backup de Time Capsule et de Time Machine, puis reconstruis ta structure avec ça. Donc, c'est vraiment bien fait, puis c'est transparent comme approche. Là. Donc, ça, c'était la partie Time Capsule. On peut voir ici là, le disque dur qui est à l'intérieur du Time Capsule qu'on peut changer si jamais il y avait des problèmes. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une certaine grosseur en fonction des connecteurs et tout ça, là, mais c'est rien de propriétaire. Souvent, c'est des disques qui sont disponibles chez des fournisseurs. C'est ça. Apple ne se lance pas dans la fabrication de ce genre d'appareil-là. Là.
Et il y avait eu, à un moment donné, quand les Xserve ont disparu, le Mac Mini Server, on voit sur la boîte en bas le petit mot Server. Donc, ce que Apple avait fait, puis c'était encore un coup de génie, puis j'en ai vendu beaucoup à des clients, c'est que c'était le même Mac Mini, mais il mettait 2 disques durs dedans. Donc, on pouvait dire, ben on va se mettre en miroir. Puis comme Oh, ça, ben, mon wow. application, déjà, là, j'ai une certaine redondance. Puis après ça, je rajouterai la couche de backup par-dessus sur un autre disque ou à l'extérieur. Mais au moins, mon ordinateur, il est en miroir. Donc, si j'avais un disque qui flanchait, bien, mon entreprise, elle ne flanchait pas. Là. C'était un petit peu plus Ça lent, mais ça coche. fonctionnait très bien. Oh, oui. Puis j'ai un client là, où ça a flanché à un moment donné, mais avec son deuxième disque, ça a repris le relais. Puis après ça, ben, on décide qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on remplace le disque ou on remplace carrément le Mhm. Mac Mini parce qu'il est rendu à 6 ans, puis tant qu'à faire, on va s'en mettre un nouveau. Donc, c'était vraiment une solution super, super accessible pour des petits commerces parce que c'était pas très cher. Là. On parle de, dans le temps, c'était peut-être à peu près 1200 là, 1200 Ah, c'est mais abordable. oh, oui, puis ça faisait le travail. Là. Fait que c'était mon survol des solutions d'Apple au niveau Qui était beaucoup plus backup. simple que les solutions PC qui faisaient la même chose. Ben oui, oui. C'était vraiment plus simple. Puis je pense que s'il faut retenir une chose qui est importante, c'est de tout le temps repenser puis régulièrement refaire un retour en arrière. Quels sont mes vrais besoins? Est-ce que mes appareils sont bien protégés? Est-ce que mon backup, j'ai besoin d'avoir un backup externe? Si oui, qu'est-ce que je veux mettre à l'externe? Il faut tout le Mhm. temps penser que s'il y a un feu, s'il y a inondation, s'il y a un bris physique, est-ce que je suis prêt à vivre sans les données? Et sinon, ces données-là sont où et quel va être le temps pour les récupérer? Est-ce Oui, que parce que tu peux tout avoir dans le cloud, mais si ça te prend 3 semaines de les télécharger, est-ce que ça a un impact pour toi? Certains vont dire non, j'ai tout le montant pour le faire, mais il y en a d'autres qui vont dire, moi, si je suis pas up and running en dedans de 24-48, c'est des je suis dans la merde. oui, Ben, faut que tu penses à ça aussi. c'est ça. Puis dans certains cas, là, qu'on pense à des notaires, des avocats, ils ont des règles à suivre dans leur Les code règles de légales, déontologie. oui, Oui, c'est des ça. règles légales en termes de stockage de données. C'est pas tant le logiciel qu'il faut qu'ils utilisent que de s'assurer que les données sont bien stockées, que c'est confidentiel dans certains cas, là, c'est important. Mhm. Donc, bon, je sais que dans un certain nombre d'applications pour ces professionnels-là, ils n'ont comme pas vraiment le choix parce que les autres professionnels ont déjà des ententes avec des fabricants ou avec des développeurs. Sauf Il y a un que petit c'est pas, lobby. ouais, mais c'est pas nécessairement les meilleures solutions pour les Ouais. besoins. Souvent, c'est la solution la plus simple pour eux parce que, bon, il y a un coût X, ils reçoivent un service Y et c'est backé par l'ordre professionnel. Mais je pense que dans le cas où ces professionnels-là veulent explorer d'autres types de solutions, il y en existe d'autres. C'est juste de prendre le temps de les regarder puis de s'assurer qu'on couvre bien les différents besoins de backup, de confidentialité d'informations. On veut avoir un backup au Canada ou on le veut dans le cloud en Europe ou aux Mhm. États-Unis? C'est une question qui se pose. Il y a de plus en plus d'éveil à ça aussi, là, parce qu'on voit de plus en plus des discours du genre OK, mes données sont sauvegardées aux États-Unis, sont sauvegardées en Inde, alors là, ça pose un impact éthique, un impact de contrôle des données, un impact. Fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont pris, puis quand je dis pris, ben, sont pris dans le sens que ouais, ils avaient peut-être pas pensé à ce détail-là, puis ben, les lois changent, puis le gouvernement canadien devient de plus en plus restrictif. Donc, est-ce qu'on va éventuellement obliger avec les attaques de la Chine, ces choses-là, d'avoir une espèce de contrôle un peu plus serré des données puis de les avoir en territoire canadien. C'est pas quelque chose d'impossible qui va se produire. Fait que si vous avez une entreprise puis que c'est quelque chose qui vous concerne, c'est quelque chose qu'il faut rester up-to-date. Et si vous avez juste un employé qui est en charge de toute votre IT dans votre entreprise, ben, assurez-vous que vous avez le bon gars puis qu'il s'informe de ce genre de détails-là parce que Oh, c'est oui. important. C'est ça. Puis je me souviens des années 2000, je travaillais dans le domaine financier, puis ce qu'on savait, c'est qu'il y a un tribunal secret au Canada qui peut en tout temps accéder aux informations sur les serveurs canadiens de n'importe quelle entreprise. Et le même problème s'applique aux États-Unis aussi. Donc,
quand les entreprises me disaient, ben regardez, là, on ne veut pas que ce soit stocké aux États-Unis, on veut que ce soit sécuritaire au Canada, ben, techniquement, légalement, un tribunal secret peut décréter qu'il y a un accès à votre information, puis vous ne le savez même pas. Là, donc, c'est pas une question de dire ici, on est plus protégé qu'ailleurs. Ceci étant dit, oui, ici, il y a des règles, il y a du suivi qui est fait. Et Vous avez un certain contrôle un peu plus que si c'était en ailleurs. Inde. Ouais. C'est ça. Fait que, rendu là, ben, c'est à vous à faire vos devoirs, s'assurer d'avoir les bons expertises, les bons experts et de prendre les bonnes décisions dans ce cas-là. Donc, ça fait un peu le tour de mon sujet des backups pour ce soir. J'espère que ça va vous donner des idées ou à tout le moins peut-être vous permettre de commencer à explorer. Je pense qu'il y a beaucoup de documentation en ligne que les gens peuvent lire, que ce soit dans des magazines, des sites ou des... Oui, c'est le fun des recommandations de gens, mais souvent utilisez-le comme une première vague pour après ça c'est comme une direction générale. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez atterrir. Puis, soit dit en passant, si vous avez des problématiques, des questions liées à ça, vous pouvez nous écrire en privé. On va essayer de vous diriger, on va essayer de vous donner des conseils, ces choses-là. De vous orienter vers peut-être certaines sources d'informations, peut-être aussi même partager dans certains cas des expériences, soit positives ou négatives, selon les différents produits qu'on a utilisés, là, bien évidemment. Là, on est capable de vous donner un son de cloche de ce côté-là.